OK, donc, protection, on a vu les os comme le crâne ou les vertèbres. On a parlé pas mal des méninges, évidemment. Et là, en parlant des méninges, puis en vous montrant un peu les schémas anatomiques et tout, j'ai commencé à introduire un peu l'idée du LCS, liquide cérébrospinal, commencer à avoir une vague idée de comment il se déplace et tout. Donc là, on va voir ça plus en détail, en fait. Donc, dans un premier temps, ici, ce que je vous montre, c'est les fonctions du liquide cérébrospinal, à quoi ça sert, donc la fonction et tout. Ensuite, je vais vous parler du trajet qui va être très important pour l'examen. C'est du par cœur plate, mais je veux que vous soyez capable prochainement, quand je vais avoir terminé, de me dire exactement à quel endroit on produit du LCS, à quel endroit par la suite on se déplace, okay, où on s'en va, puis où on va l'expulser puis s'en débarrasser. Et ça, je vous ai déjà un peu vendu la mèche tantôt, mais là, on va revoir ça comme il faut, là, en ordre. Donc, première des choses, c'est quoi du liquide cérébrospinal? Ben, c'est un liquide qui ressemble beaucoup à de l'eau, c'est clair, transparent. Donc, à l'œil, ça sera difficile pour vous de distinguer. C'est vraiment sa composition qui est un petit peu différente. Ça ressemble beaucoup à du plasma sanguin, en fait, mais la composition est un petit peu différente en termes de concentration. Un peu plus de protéines, exemple, ou peu importe, c'est des détails. Là, mais il y a certains éléments qu'on va retrouver qu'on n'a pas ou moins dans le plasma ou vice-versa. Okay? Mais dites-vous, c'est du liquide qui ressemble à du plasma sanguin, beaucoup d'eau avec quelques ions, quelques nutriments, quelques acides aminés, protéines. L'idée, c'est que ce LCS-là va être produit dans certaines cellules qu'on a déjà vues dans la séquence 4. Si vous avez oublié, on se souvient des gliocytes, il y avait quoi? Il y avait les astrocytes, il y avait les épendymocytes, oligodendrocytes et tout ça, microglies. Le LCS, à l'époque, j'avais fait en prendre que les épendymocytes, c'est les cellules qui sont responsables de produire le LCS. Vous allez voir, je vais vous montrer ça plus en détail encore. Là, je vais vous expliquer comment elles font vraiment, ces cellules-là, puis comment elles vont s'associer avec d'autres structures pour justement produire du LCS. Donc, les épendymocytes, au niveau de l'encéphale, vont produire du LCS, justement. Et ce LCS-là, il va circuler dans un réseau de cavités à l'intérieur de la moelle épinière et de l'encéphale, mais également, il va sortir à l'extérieur pour circuler dans l'espace sous-arachnoïdien, ce que vous savez déjà maintenant. Tout ça va me servir à quoi? Va me servir à maintenir 3 fonctions biologiques qui sont associées au LCS. Et là, je vais être obligé de vous expliquer un petit peu, parce que si vous voyez le terme flotter, protéger c'est facile, mais stabilité du milieu, flottabilité, peut-être pas clair. Donc, je vais vous donner mes explications, et si vous êtes capable de me répéter dans vos propres mots, puis ce que je dis est clair, c'est correct. Donc, si à l'examen, je te demande à quoi ça sert du LCS, ou un de tes chums te demande à quoi ça sert, pourquoi qu'on a de l'eau dans le cerveau, il n'a pas fait de bio, puis il ne comprend pas trop, mais comment tu vas y expliquer ça? La première chose, la façon facile pour répondre à cette question-là, le LCS, c'est une protection mécanique, physique. Ça fait un coussin liquide qui protège les structures délicates de l'encéphale, exemple. Okay? Et c'est la même logique que le crâne, si on est au niveau de l'encéphale ou des méninges, sauf que c'est évidemment du liquide, c'est un coussin liquide, peut-être un peu moins efficace si vous recevez un coup à la tête, mais techniquement, vous avez un os qui absorbe le choc. Dans le pire des cas, vous avez 3 couches de tissu qu'on appelle les méninges qui absorbent le choc, et entre l'arachnoïde et l'épimère, on a cet espace sous-arachnoïdien qui est rempli de liquide qui peut aussi protéger. Mais évidemment, ça n'a pas la même efficacité qu'un os très, très épais, sauf que ça va protéger jusqu'à un certain point les structures délicates là, qui se retrouvent près du liquide. Okay? Donc, il y a vraiment une protection mécanique, en fait. Ensuite, on vous dit flottabilité. Donc, je l'ai dit un petit peu tantôt, en fait. Littéralement, votre encéphale, vous ne réalisez pas à quel point il est dense, très, très dense en termes de matière. En fait, ça veut dire quoi? C'est que par centimètre carré, exemple, il y a beaucoup, beaucoup de matière. Il n'y a pas d'espace vide. Hein? C'est pas comme une éponge où il y a des trous remplis d'air, exemple. Vous allez voir un jour dans votre vie d'étudiant qu'il y a il y a les os qui ont de la matière très dense, mais certains endroits de l'os, c'est rempli d'air, il y a des trous remplis d'air pour alléger le poids de l'os, exemple. Ça, c'est moins dense. Mais quand c'est très dense, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace. C'est de la matière, de la cellule partout, mur à mur. Et le cerveau, c'est des centaines de milliards de neurones, mais pour
un espace relativement petit. Hein? Le cerveau humain, vous avez toujours l'impression, on a une grosse tête, un gros cerveau, mais c'est l'équivalent de vos 2 points, un peu plus, là, mais vos 2 points collés ensemble, là, un peu plus gros que ça, okay? Dépendamment de la taille de vos mains, mais pas beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup plus petit que vous pensez, mais on rentre 100 milliards de cellules là-dedans, plus des vaisseaux sanguins, puis du plasma. Donc, c'est très lourd, très dense. Par gravité, s'il n'y avait pas de LCS, littéralement, votre cerveau va être attiré par la gravité terrestre et va s'effondrer dans la base de votre crâne. Vous êtes mort. On ne supporte pas le poids du cerveau. Donc, une des stratégies pour justement supporter ce poids très dense, bien, on fait en sorte que le LCS va sortir à l'extérieur dans l'espace sous-arachnoïdien qu'on a vu tantôt pour soutenir le poids du cerveau. Donc, c'est ça sa fonction. Flottabilité, c'est une chose, mais je ne veux pas avoir juste ce mot-là. À l'examen, si je vous demande de me décrire, je veux que vous soyez capable de me dire, bien, flottabilité, ça veut dire quoi? Bien, grâce au LCS qui circule à l'extérieur, exemple de l'encéphale, du cerveau, on va circuler dans l'espace sous-arachnoïdien, c'est vrai, mais le concept, c'est que ça va aider à soutenir le poids très dense du cerveau, pour le faire flotter, littéralement. Et c'est vraiment le concept d'un pétrolier qui va sur le fleuve Saint-Laurent. Le pétrolier qui pèse des tonnes et des tonnes devrait couler, hein, couler dans l'eau, mais il arrive à flotter sur l'eau. Donc, je ne rentrerai pas dans la physique, puis le support de poids, puis tout ça, mais c'est un peu la même chose. Le pétrolier, c'est votre cerveau, et le fleuve, qui permet le déplacement de gros pétroliers, comme voie navigable, ben c'est le LCS qui supporte le poids de votre cerveau. C'est exactement la même logique, c'est les mêmes principes en fait. Donc on protège, on soutient le poids du cerveau parce qu'il est très dense. Et la stabilité du milieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une notion de chimique. Donc tout ce que vous avez fait avec moi en début de session, hein, souvenez-vous, on sait qu'en termes de nutriments, il y a quoi? Des acides aminés, des acides gras, glycérol, hein, donc des glucides, des lipides, des protéines, des ions. Maintenant, vous savez que par la séquence 4, que c'est extrêmement important, des ions calcium pour relâcher, exemple, des neurotransmetteurs, puis permettre la régulation des influx nerveux, PPSE, PPSI, hein, on se souvient de ça. Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, on a besoin de sodium, chlore, potassium pour justement faire en sorte qu'on déclenche ou non des influx nerveux. Donc, ces ions-là doivent être présents au niveau du cerveau. Et la stabilité chimique, ça veut dire qu'on s'assure de distribuer aux endroits stratégiques, les différents ions pour faire les influx nerveux. Exemple, ion sodium, on veut que les neurones du cerveau aient du sodium. On veut qu'il y ait du glucose pour se nourrir. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais on a du sang pour ça. Bien sûr, on a des vaisseaux sanguins. Vous l'avez vu tantôt dans l'espace surarachnoïdien. Maintenant, si j'ai des vaisseaux sanguins au niveau de l'espace surarachnoïdien, puis je ne suis pas capable de les faire pénétrer beaucoup plus loin, comment je fais pour aller chercher les endroits reculés, si je peux m'exprimer ici, du cerveau? Bien, c'est difficile. Donc, on a comme une double circulation, en fait. On a une circulation sanguine, et aux endroits où peut-être que la diffusion du sang vers les neurones va être plus compliquée, bien, on a justement ce liquide-là qui est comme une circulation en parallèle, qui va permettre des échanges avec les cellules aussi. OK? Donc, c'est un peu la fonction du plasma sanguin, en fait, mais d'un réseau parallèle. Donc, ce n'est pas dans les vaisseaux sanguins, évidemment. Vous avez vu ça tantôt sur l'image. Alors, ça permet, quand on dit stabilité du milieu, c'est simplement que ça permet de déplacer comme ça des nutriments, des ions vers les cellules, vers les gliocytes ou les neurones, puis récupérer des déchets aussi. Okay? Donc, il y a vraiment... c'est toujours le concept d'homéostasie, d'équilibre, c'est pour ça qu'on dit stabilité. Tu ne veux pas trop de sodium, mais tu ne veux pas en manquer non plus. C'est vrai pour les autres nutriments, les autres ions. Donc, c'est de s'assurer, justement, on commence à en manquer, ben on livre un peu plus, puis on a trop, ben on en amène un peu moins. Puis on veut s'assurer qu'il n'y a pas une accumulation de déchets qui pourrait être toxique, donc on déplace ça vers d'autres endroits. C'est vraiment ça, la stabilité chimique, en permettant comme ça la circulation des différentes molécules et leur distribution, évidemment. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si c'est clair pour vous, puis vous êtes capable de me réexpliquer ces 3 fonctions-là dans vos mots, ben c'est parfait pour l'examen. Donc, à partir de maintenant, je prends pour acquis qu'après votre étude, vous savez à quoi ça sert le LCS pour les 3 fonctions. Donc, protection, soutien du cerveau, puis la distribution chimique, maintenir le milieu stable. Parfait. Maintenant, la question, c'est de savoir où c'est que j'en fais. Donc, quel endroit je vais produire ça? À quel endroit je vais déplacer mon LCS? Puis comment on va l'expulser à l'extérieur? Donc, première des choses, j'en ai parlé un petit peu officieusement, là, c'est officiel maintenant.
Quand vous étudiez le cœur, vous avez peut-être disséqué un cœur en secondaire 3. Souvent, ils font ça dans les écoles secondaires. Peut-être pas, c'est pas grave. Mais maintenant que vous l'avez fait, vous savez probablement qu'à l'intérieur du cœur, il y a 4 trous, 4 cavités. Il y a 2 oreillettes puis 2 ventricules. Donc, ventricule réfère généralement à un gros trou dans un organe, une grosse cavité. Tu savais probablement qu'il y en avait dans le cœur, mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'il y en a aussi au niveau de l'encéphale, du cerveau. Donc, ce qui est en bleu ici, c'est des trous, c'est des cavités qu'on appelle des ventricules. Il y en a principalement 4, ils ont différents noms, on va les voir tantôt, mais c'est ça que je vais te montrer ici sur la radio. Hein? La radiographie est excellente ici parce que tu vois que c'est en plein cœur, en plein centre du cerveau, ces ventricules-là. Et il y a du LCS qui est bleu ici, coloré en bleu, c'est parce que c'est bourré de LCS. Donc, on va faire circuler comme ça le liquide cérébrospinal dans l'ensemble des ventricules et ils vont être reliés par des aqueducs, des conduits en fait, qui vont unir non seulement ces ventricules, mais aussi va faire un lien avec le canal central de la moelle épinière. Donc, en gros, si on va simplifier avant que je vous donne des détails, le LCS est produit dans certains ventricules, circule d'un ventricule à l'autre, va descendre dans la moelle au niveau du canal, et ça me prendra un point de sortie pour, là on ne le voit pas ici, mais sortir à l'extérieur du cerveau et de la moelle épinière pour circuler dans l'espace sous-arachnoïdien. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, je dois expulser ça à l'extérieur de la tête, retourner ça dans la circulation sanguine. Ça va être le rôle des villosités présentes dans le sinus sagittal qu'on a vu tantôt. Okay? Là, je vous ai garoché ça. Maintenant, je vais tout reprendre ces 3 éléments-là et refaire une histoire complète. Donc, à partir de ces schémas-là, on vous montre, en fait, cette diapo-là est une un peu plus loin, on vous montre le trajet du LCS que vous devez savoir pour l'examen. Donc, le trajet par cœur, oui, je sais que c'est du par cœur plat, mais je demande d'être capable de me dire ce trajet-là que je vais faire. Fait que je vais le faire une fois sur le dessin ici, pour les visuels, et ensuite, je vais faire comme un résumé au tableau, juste avec des mots pour être sûr que vous avez toute l'information. Donc, de ces deux manières-là, normalement, là, vous êtes blindé. Vous n'aurez même pas besoin de lire le livre sur ce sujet-là. Là, tout va être là. OK? Donc, première des choses, c'est une vue de côté ici. Hein. On reconnaît ce que je colore ici, c'est le cervelet, c'est donc l'arrière de la personne, et le devant avec les yeux serait ici, pour qu'on se situe, et la personne regarde dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment une vision de côté, contrairement à ici, qui n'est pas de côté. Si je prends la vision de côté, c'est généralement, on voit de face, ça c'est un petit peu différent, mais je prends la vision de côté, d'habitude l'image de côté, pardon, parce que c'est plus clair d'habitude pour l'ensemble de mes étudiants. Donc, il y a 2 ventricules comme ça, ici. Okay, on les voit séparés, là, il y en a un du côté droit et gauche. Donc, les 2 ventricules ici, on les appelle les ventricules latéraux. Anciennement, on disait le ventricule 1 ou 2, mais généralement, les 2 s'appellent latéraux. Okay? Donc, les ventricules latéraux. En dessous, tu as une grande cavité comme ça qui s'appelle le 3e ventricule. Et tu en as une plus petite qui se retrouve juste sous le cervelet. 4e ventricule. Donc, les 2 latéraux, c'est là qu'on va commencer à produire du LCS. Il y a des épendymocytes. C'est vrai qu'il y en a dans le 3e et dans le 4e aussi, mais pour des raisons pédagogiques, je parle toujours des ventricules latéraux. Comme ils sont plus gros, ils ont plus d'épendymocytes, c'est l'endroit où on produit le plus de LCS. Donc, littéralement, le LCS va faire quoi? Ben, il va aller dans les ventricules latéraux. Il est produit là, en fait. Ensuite, il va descendre dans le 3e ventricule. Si vous remarquez, les ventricules latéraux, il n'y a pas de point de connexion avec le 3e. Il y a un seul endroit ici. Et c'est ce qu'on appelle le foramen interventriculaire. Foramen, c'est toujours un trou ou une ouverture. Entre ventriculaire, donc littéralement en français, c'est un trou entre les ventricules. C'est ce qu'on voit ici si je l'ai encerclé. Donc, techniquement, le LCS va être produit dans les ventricules latéraux, sort par le foramen, descend dans le 3e ventricule. Ensuite, il s'accumule dans le 3e ventricule. Quand il est plein, on va circuler vers le 4e ventricule qui est ici. Sauf que là, le 4e ventricule, vous remarquez qu'il est pas mal loin. Alors, on a une espèce de canal, de conduit qu'on appelle, ça ressemble un peu à un aqueduc, un tuyau qui transporte l'eau. Donc, on appelle ça l'aqueduc du mésencéphale. Dans le temps, on appelait ça l'aqueduc de Sylvius, c'est la même chose, un ou l'autre, mais je vous suggère mésencéphale, là, c'est la nouvelle appellation. Donc, l'aqueduc du mésencéphale va récupérer le LCS du 3e ventricule et l'amène au niveau du 4e. Une fois dans le 4e ventricule, on accumule le LCS et quand il sera plein, ben, on va descendre comme ça à l'intérieur de la moelle épinière par le canal central de la moelle. C'est un cul-de-sac, donc à un moment donné,
le canal va être rempli, il faudra remonter. C'est sûr qu'il y en a qui vont remonter. Et les épendymocytes, c'est des cellules ciliées. Hein? C'est pas juste qu'ils produisent du LCS. Ils ont des cils qui peuvent se contracter pour justement permettre le déplacement de liquide comme ça. La question, c'est de savoir comment on va sortir le liquide cérébrospinal à l'extérieur de l'encéphale et de la moelle. Donc, vous savez maintenant que par-dessus ici, hein, si vous vous souvenez du début, là, il y a le crâne, les 3 couches de méninge, dure-mère, arachnoïde, pimère. Mais l'arachnoïde que j'identifie avec un A, mettons ici, la pimère et la dure-mère, on sait que la LCS doit circuler entre les deux, je l'ai dit en début de la capsule. Donc, la question, c'est de savoir, mais là, c'est un circuit fermé, comment je fais pour sortir ça à l'extérieur? Et évidemment, ces 3 couches-là ne sont pas dessinées ici, ils vont apparaître plus loin sur une autre diapo, mais j'en profite déjà, puisque je suis dans le sujet, on règle ça tout de suite. Donc, les 3 couches ici, l'os, là, on a vraiment un dessin complet. Alors, imaginez-vous que l'arachnoïde, là, ce que je présente là, ici, elle va faire le tour comme ça du cerveau, se prolonge autour de la moelle, fait ça ici, et c'est vrai pour les 3 couches. OK? Maintenant, j'ai une ouverture, le foramen entre les ventricules que j'ai parlé tantôt, interventriculaire, mais j'ai une autre ouverture, en fait j'en ai 2, qu'on appelle l'ouverture latérale médiane. Vous ne savez pas laquelle s'appelle latérale médiane, je m'en fous carrément, c'est pas grave, mais il y a 2 ouvertures, et elles ont à peu près le même rôle. Ces 2 ouvertures ici, à peu près au niveau du 4e ventricule, hein, pas à peu près, sont au niveau du 4e ventricule, mais je voulais dire à peu près au niveau du cervelet, permet l'expulsion du liquide comme ça à l'extérieur. Et littéralement, le LCS ici, il y a comme 2 choix. Il peut soit descendre dans le canal central, une partie du LCS va aller là, mais l'autre partie va s'engouffrer, si on peut dire, va s'introduire, s'infiltrer, c'est le terme que je cherchais, par les 2 ouvertures. Et là, on pourra circuler comme ça, en fait, quitter l'encéphale et regagner l'espace sous-arachnoïdien. Et ce que ça fait, c'est que le liquide va circuler comme ça, entre l'arachnoïde et la pimère, comme on a vu au début de la capsule, et on circule comme ça autour. Quand je parlais de flottabilité, ben c'est ce LCS-là qui va permettre la flottabilité. OK? C'est celui à l'extérieur entre les 2 méninges ici. J'en ai un peu parlé tantôt. Le problème, c'est que c'est un circuit fermé. Donc, toi, tu en produis 24 heures sur 24. Si je n'évacue pas ce liquide-là, ben, soit qu'il s'accumule, exemple, dans les ventricules ou à l'extérieur. Puis là, ben, si je l'accumule à l'extérieur parce que je l'évacue pas, on vient comprimer de l'extérieur comme ça l'encéphale. Puis si, exemple, l'aqueduc est bloqué ici, ben là, on accumule le LCS dans les ventricules, puis là, on va pousser vers l'intérieur, ce qui n'est pas mieux. Dans les 2 cas, on écrase les neurones, on les détruit, ce qui peut être extrêmement dangereux, évidemment. Donc, on dit que la pression intracrânienne augmente. Ça veut dire qu'il y a trop de liquide, et plus que de liquide, plus que ça pousse fort, plus que ça pousse fort, plus que la pression est élevée. Donc, comment on fait? La question, elle est ici. Comment je vais expulser ce liquide-là? Si vous avez bien écouté le début de la capsule, vous êtes capable de répondre. Je vous le montre sur le prochain schéma, mais vous savez que dans l'espace sous-arachnoïdien comme ça, je vais avoir des prolongements qui s'appellent des vélocités arachnoïdiennes, qui est un peu la porte de sortie, je vous disais tantôt. Alors, on va faire quitter par les vélocités le LCS, qui va se déverser dans le sinus sagittal, qui est une espèce de grosse veine pour le retour veineux. Et évidemment, on retourne en circulation sanguine. Vous ne connaissez pas le terme jugulaire, veine cave, cœur. C'est pas grave, c'est la 2e session. Mais on retourne en circulation sanguine. Puis, pour notre cours, vous savez qu'on se débarrasse du LCS une fois qu'on est au niveau du sang. Okay? Donc, en fait, vous avez tout le trajet qui est là. Comme promis, je vous ai dit que je vais reprendre ça tranquille au tableau, mais en mots. Là, vous n'avez plus d'image, c'est vraiment en termes. Donc, ce trajet-là, par cœur, c'est du par cœur, il va falloir vous l'étudier, passer un peu de temps là-dessus. On commence toujours de la même manière. Mon lieu de production, c'est les ventricules latéraux, ce que j'écris ici. Donc, évidemment, c'est un résumé. C'est juste un petit aide-mémoire que je fais avec vous autres. Donc, puis je passe plus vite, comme je viens de l'expliquer. Donc, ventricules latéraux. Ensuite, au niveau des ventricules latéraux, je vais avoir le foramen. Le foramen interventriculaire
qui est une ouverture, qui me permet de faire passer le LCS vers le troisième ventricule. Le troisième ventricule va acheminer le LCS dans l'aqueduc du mésencéphale. Qui lui-même, en fait, l'aqueduc, on l'a dit tantôt, va relier le troisième au quatrième ventricule. Okay? Donc, on va être rendu au niveau du quatrième ventricule. Et le quatrième ventricule, il y a deux choix ici. Il y a comme une intersection. Okay? Donc, on a vu tantôt que le LCS pourra, on se souvient, là, ceux qui sont visuels, le quatrième ventricule il est juste en dessous du cervelet. Donc, mes deux choix sont simples. Soit que je poursuis mon chemin vers le canal central de la moelle épinière, ou bien, je passe par les ouvertures, la latérale et la médiane, mais peu importe, l'ouverture, il y a deux ouvertures au niveau du quatrième, et le LCS va quitter, ça c'est mon deuxième choix, donc le LCS va quitter le quatrième ventricule pour regagner l'espace sous-arachnoïdien, ou la cavité sous-arachnoïdienne, c'est la même chose. OK? Donc ça va. Maintenant, à partir d'ici, je l'encadre, à partir de cet encadré dans l'espace surarachnoïdien, vous comprenez qu'on a quitté le milieu interne du ventricule, et là, on circule entre les méninges, entre la pimère et l'arachnoïde, donc on est à l'extérieur. Et là, ça me prend évidemment un point de sortie, donc c'est ce qu'on a dit tantôt à plusieurs reprises. L'espace surarachnoïdien va évacuer une partie du LCS vers les villosités que je vous ai montrées tantôt sur le schéma anatomique, donc villosité arachnoïdienne. Et ces mêmes villosités feront donc, c'est vraiment une porte de sortie en fait, qui permet le passage du LCS de l'espace surarachnoïdien entre les méninges vers la grosse veine qu'on appelle le sinus sagittal. Et évidemment, à partir de là, on retourne en circulation sanguine et c'est fini pour le trajet. On vient de se débarrasser. Et comme je le disais tantôt, la production est en continu. Donc, il faut que ce circuit-là soit fonctionnel pour justement permettre l'évacuation. Donc, il y a deux principaux problèmes qu'on peut avoir avec le LCS. Soit que les épendymocytes n'en produisent pas suffisamment ou moins, ou pour X raison, on les a détruits, ou peu importe. C'est une maladie, la vieillesse, peu importe. Mais là, on a une quantité trop inférieure, ce qui amène des problèmes. Donc, les trois fonctions du LCS pourraient avoir un impact, moins bien fonctionner, qu'on a vu tantôt. Mais l'inverse, qui est beaucoup plus fréquent, en fait, c'est pas nécessairement une surproduction, mais une accumulation, qui revient un petit peu au même, c'est que j'ai trop d'LCS. Oui, c'est vrai qu'on pourrait en surproduire. Mais ce que vous allez voir sur le plan médical, c'est pas ça la cause la plus fréquente. Ce que vous allez voir, c'est souvent des cas de cancer au cerveau, des problèmes d'inflammation, etc. Et ça, c'est important pour moi. Vous commencez à me connaître, là. C'est bien d'apprendre par cœur les trajets. Puis oui, je peux vous demander ça. Mais en gros, je veux que vous soyez capable aussi de comprendre sur le plan médical. Et quand je regarde ce circuit-là, que vous allez finir par avoir en tête, si vous n'avez pas ces schémas-là, à l'examen, il faut que vous les imaginiez. Et là, je pose des fois des questions de réflexion pas très difficiles, mais là, mes apprenants de par cœur, là c'est la panique. Je vous donne un exemple. Je vous dis un cas de figure, je ne sais pas, moi. Le cancer, c'est un bon exemple. Je trouve que c'est facile à visualiser. Je dis, mettons, M. Stéphane Bergeron, il vient d'avoir une tumeur au cerveau. Puis là, on réalise que la tumeur comprime, exemple, l'aqueduc du mésencéphale. Donc, je suis à ce niveau ici. Donc, ce qu'on voit ici, si je bloque comme ça la structure, imaginez-vous une grosse masse autour, là, c'est une tumeur du cerveau qui vient écraser, puis c'est bloqué ici. Qu'est-ce que ça fait? Mais c'est simple. Okay? Donc, c'est très, très simple, en fait. Je pose la question suivante. Est-ce que le liquide cérébrospinal va continuer de circuler? Il va rester coincé dans les structures inférieures. Bien, c'est sûr que les ventricules latéraux, une fois qu'ils sont pleins, ils se déversent ici par le foramen dans le troisième. Mais je ne suis plus capable d'aller au quatrième. Donc, on va s'accumuler dans le troisième. La pression devient très forte ici. Et de l'intérieur, comme ça, on va pousser de part et d'autre. Et on va détruire comme ça les neurones. Donc, je veux que vous appliquiez votre étude de par cœur, entre guillemets, sur le trajet.
Oui, c'est du par cœur, mais c'est aussi une affaire d'image pour moi. Vous visualisez et vous êtes capable de me dire avec les vrais mots ce qui se passe. Pas juste qu'il y a une accumulation de liquide, destruction du cerveau. Ça peut être correct avec certains profs, mais moi, je suis peut-être un peu plus exigeant, mais je veux que vous me dites les vraies choses. Si je vous dis que la tumeur est au niveau de l'aqueduc du mésencéphale, je bloque l'aqueduc, vous me dites, mais comme l'aqueduc est bloqué par la tumeur, on écrase l'aqueduc, le liquide cérébrospinal produit dans les ventricules latéraux, puis comme la production est en continu, va finir par s'accumuler dans le troisième, et c'est l'accumulation dans le troisième qui fait un problème. C'est pas après, il n'y en aura pas de liquide après, ou très peu. C'est qu'on bloque ici. Donc, la pression intracrânienne élevée va partir du troisième ventricule. Et je sais que je suis exigeant. Puis là, il y en a qui disent, bon, c'est du détail. Oui, puis non. D'un point de vue médical, c'est pas l'ensemble du cerveau, c'est les régions autour du troisième qui vont être affectées en premier. Un jour, vous allez apprendre qu'est-ce que je trouve ici, quelles heures, quelle partie du cerveau, quelle fonction on fait ici. Et en connaissant vos fonctions, bien, vous allez voir que ça peut être dramatique ou non, mais vous allez comprendre les premiers symptômes cliniques ou problèmes que cette personne-là pourrait avoir. Si ma tumeur se retrouve au niveau du quatrième ventricule, ben là, c'est la même chose. Ici, c'est bloqué. Donc là, le liquide va s'accumuler dans l'aqueduc, le troisième. Si je suis au niveau du canal, ben, c'est la même chose. Si je suis dans le ventricule ici, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben là, c'est la même chose. Hein? Si je vous dis qu'on bloque, il y a une inflammation sur une infection qui est assez importante, puis le foramen est complètement obstrué ou écrasé sur lui-même, il n'y en a pas d'autre trou. Donc là, le liquide s'accumule dans les ventricules latéraux et là, la pression va devenir très forte au niveau des ventricules latéraux, donc dans les régions ici. Et là, on est à un autre endroit. OK? Donc, c'est la même chose. Si je vous dis que les villosités sont obstruées pour une raison médicale X ou Y, ben, là, le problème est extérieur. On n'est pas capable d'évacuer dans le sinus, donc le liquide s'accumule dans tout le circuit, évidemment, dans les ventricules, mais aussi sous l'arachnoïde. Donc, c'est le genre de questions que je veux que vous soyez capable de résoudre, mais c'est toujours la même logique. C'est une accumulation de liquide, une augmentation de pression, une destruction des neurones, mais c'est simplement de se situer au bon endroit, évidemment. Maintenant que vous êtes familier avec le trajet, le circuit du LCS, on va mettre un peu plus de détails sur la façon de procéder pour produire du LCS. Donc, ce qui est déjà acquis de la séquence 4, en théorie en tout cas, pour la plupart d'entre vous, j'espère, c'est que les épendymocytes, c'est les cellules responsables du LCS. Donc, c'est les cellules ciliées, comme ça, qui produisent le liquide cérébrospinal, comme on disait tantôt. Je l'ai dit tantôt, composition semblable au plasma, avec les ions, nutriments et tout, parfait. Il y a des petites variations différentes, mais c'est pas important de les connaître. Maintenant, il y a un nouveau mot en gras ici, on parle de plexus choréen. Ça, c'est des structures très, très faciles à voir quand on dissèque. C'est rougeâtre, puis on peut les identifier assez facilement dans le fond des différents ventricules, entre autres les ventricules latéraux. C'est en fait le lieu de production du LCS. Et quand vous allez lire ça dans le livre, souvent ça amène une confusion, parce que là, moi, à une certaine époque, je parlais beaucoup des épendymocytes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les épendymocytes, c'est une question qu'on ne vous a jamais expliquée, mais comment on fait pour faire du LCS? C'est deux choses, en fait. Les épendymocytes tout seuls n'en feront pas de LCS. Elles vont s'accrocher à des vaisseaux sanguins, des capillaires. Littéralement, les épendymocytes, c'est des cellules qui vont s'asseoir sur le vaisseau sanguin, sur le capillaire. Et ça forme un complexe, une structure complexe. Et l'ensemble de cette structure-là porte le nom de plexus choréide. C'est donc, en d'autres mots, un plexus choréide, une série d'épendymocytes qui est attachée à des capillaires, des vaisseaux sanguins. L'ensemble des deux, ça forme comme une espèce d'usine qui produit du liquide cérébrospinal. Donc, on pousse un peu plus loin le détail. Dans le temps, vous me dites que les cellules responsables du LCS, c'est pas faux, parce que oui, les autres cellules du cerveau ne font pas ça. Un neurone fait des influx, un microglie, c'est un macrophage, parfait. Mais là, on vous explique plus en détail. Ouais, les épendymocytes, en fait, ne sont pas capables tout seuls. C'est qu'ils vont travailler avec un vaisseau sanguin. En fait, littéralement, ils vont filtrer le sang. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup à du plasma. Et les épendymocytes, c'est un filtreur. C'est vraiment ça. C'est un papier filtre. C'est pas un papier, évidemment, c'est des cellules, mais ça agit un peu comme un papier filtre pour faire passer comme ça certaines molécules. C'est pour ça que ça ressemble à du plasma, mais c'est pas tout à fait identique. C'est un plasma filtré, entre guillemets.
Et l'ensemble de ces structures-là, ben, c'est justement mon espèce d'usine à production que j'appelle le plexus choroïde. Et ces plexus-là, il n'y en a pas partout. Hein? C'est des endroits stratégiques qu'on va retrouver dans le fond des ventricules. Donc, on voit très bien ici, c'est une image en gros plan, là, ce que j'encercle ici, dans le fond des ventricules latéraux, on en voit un plexus choroïde ici. C'est là qu'on va produire du LCS. Ce que je préfère, c'est le fun de le voir sur un vrai cerveau humain, mais c'est à droite. C'est schématisé, mais c'est beaucoup plus clair. Donc, imaginez-vous ici, je suis dans le fond d'un ventricule. Hein, donc, ça ici, c'est l'espace intérieur du ventricule, exemple un ventricule latéral. Et le LCS va s'accumuler ici. Puis ensuite, on va quitter le ventricule latéral pour suivre le trajet que j'ai expliqué tantôt. Là, ce que vous remarquez, c'est que le vaisseau sanguin qui est ici, OK, c'est en fait, là, ici, on a une espèce de capillaire. Hein. Vous savez peut-être c'est quoi un capillaire? C'est pas une veine, c'est pas une artère, c'est un vaisseau microscopique. Ils sont tellement petits qu'on les voit même pas à l'œil. C'est les vaisseaux sanguins qui permettent les échanges avec les cellules. Donc, les capillaires vont, exemple, permettre le passage d'oxygène, de plasma, donc de l'eau, des ions vers les cellules. Mais dans le cas du cerveau, de l'encéphale, au niveau des ventricules, c'est différent un petit peu. Il y a une série d'épendymocytes comme ça, appuyés sur le capillaire, ce qu'on n'a pas ailleurs dans le corps. Normalement, les capillaires, c'est un vaisseau comme ça. Puis là, j'ai les cellules ici dans le liquide interstitiel qu'on veut aller nourrir. Ça, c'est l'ensemble de vos organes. Mais nous autres, au niveau des ventricules, c'est différent. J'ai un vaisseau sanguin capillaire pareil, mais par-dessus, appuyé sur la paroi du capillaire, j'ai une série de cellules comme ça, qui ont des cils. Et ces cellules-là, je les appelle les épendymocytes. Alors, c'est plus compliqué parce que là, le plasma qui veut sortir comme dans la situation A ici, qui est normale, bien, dans le cas des ventricules, ça ne marche pas. Je dois passer à travers la barrière d'épendymocytes. Et ce que ça fait, je le fais sur le dessin ici, c'est qu'exemple, les petits picots que je dessine, c'est, mettons, des nutriments, des ions, au lieu de sortir facilement à travers la paroi, là, j'ai une barrière comme ça. Et je dois passer à travers la cellule, comme ça, l'épendymocyte. Et la cellule ici peut retenir des éléments, peut empêcher le passage de certains éléments ou le favoriser. Il y a plein de mécanismes de transport, de pompe, puis tout ça, les transports membranaires qu'on a vus, actifs ou passifs, qui vont s'activer ou non selon les situations que vous vivez, ce qu'on n'étudie pas du tout dans le cours, mais ça existe pareil. Mais peu importe, ce que je veux que vous compreniez, c'est que selon ces mécanismes-là qui seront activés ou non, on va faire en sorte qu'on contrôle le passage. Dans votre livre, on parle de filtration. C'est correct. Mais ceux qui ont fait un peu de sciences physiques, sciences chimiques, ou peu importe, là, au secondaire, c'est pas un concept physique comme une vraie filtration. Il n'y a pas de pores de trous comme on peut retrouver au niveau des reins. Donc, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais l'image est là. Ceci étant dit, pour moi, tu me dis filtration, je t'enlève pas de point, là, mais pour moi, c'est plus comme un contrôle de passage avec des transports membranaires. Et peu importe, ce que ça dit, c'est qu'il y a de l'eau qui passe, des ions et tout, et quand j'arrive de l'autre côté, c'est du vrai LCS pur. Donc ici, je suis au niveau du sang, donc c'est le plasma sanguin, partie liquide du sang. Ici, je suis du LCS. La transformation des deux, ben, c'est les épendymocytes. Donc si je résume tout ça, ce que vous voyez ici, c'est un plexus choroïde. C'est quoi un plexus choroïde? C'est un capillaire sur lequel on va mettre une série d'épendymocytes, des cellules spécialisées qui ont des petits cils, et le plasma qui circule dans le capillaire sera, bon, si vous voulez, filtré par les épendymocytes. Plus particulièrement, en fait, on va contrôler le passage des molécules présentes dans le plasma et on le fait passer de l'autre côté. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'eau qui va pouvoir passer, puis aussi ce qui est solubilisé dans l'eau, exemple glucose, acide aminé, les différents ions. Et là, on va s'accumuler dans le ventricule. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous connaissez la chanson. C'est le fameux trajet qu'on a fait à l'autre diapositive ou tableau blanc, si vous voulez. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va produire du LCS, en fait. Ici, ben là, je passe très vite. Je l'ai dessiné tantôt, mais on voit une autre image pour la circulation. Donc, ce que j'aime bien, cette image-là, oui, on voit moins bien les ventricules, mais c'est le même trajet. Donc, les latéraux, le quatrième ventricule qui est ici, exemple, le troisième, l'aqueduc du mésencéphale, on descend dans le canal central, mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que par les ouvertures, là, on voit beaucoup mieux le LCS qui va circuler comme ça, de part et d'autre, entre les méninges, donc dans l'espace sous-arachnoïdien, et on voit ce que j'enseigne présentement, les fameuses villosités arachnoïdiennes. Donc, on voit le LCS ici qui circule, et
Quand, là, il est coincé parce que j'ai des méninges comme ça qui me bloquent, mais aussitôt qu'il y a une villosité, hop, je peux descendre dans la grande cavité en bleu. Et maintenant, vous savez c'est quoi la cavité en bleu? C'est le sinus sagittal, cette grosse veine qui épouse la forme de l'encéphale pour récupérer le sang veineux, incluant non seulement le sang veineux, mais aussi du LCS. Et si je fais un agrandissement ici, votre livre vous montre une autre image. C'est exactement la même chose, sauf qu'on voit très bien comment la villosité vient percer comme ça la dure-mère. Hein, ici, il n'y a rien qui passe, c'est un mur, mais là, ici, le LCS pourrait circuler comme ça dans la villosité et être déversé dans le flot sanguin. Donc, c'est des choses qu'on a déjà dites, c'est juste des images plus claires pour faciliter votre apprentissage. Puis pour terminer, la capsule, on va parler de la dernière barrière pour protéger, mais c'est exclusif. Souvenez-vous, je l'ai dit au début, là, c'est exclusif à l'encéphale. Donc, la moelle n'a pas de barrière hémato-encéphalique. Ça, c'est pas bon. Okay? C'est seulement dans le cerveau ou l'encéphale. Et littéralement, c'est une barrière entre les vaisseaux sanguins et l'encéphale, ce qu'on appelle la BHE. L'idée, c'est qu'évidemment, l'encéphale, le cerveau, on veut contrôler de façon plus stricte que le reste du corps le passage des molécules. On ne veut pas que les bactéries ou les virus passent. On ne veut pas que les substances toxiques passent. On veut s'assurer que c'est seulement les molécules les plus nécessaires ou les plus essentielles. Mais ce n'est pas parfait, évidemment. Il y a beaucoup de bactéries ou de virus qui ne passent pas, mais il y a des bactéries et des virus qui passent la barrière hémato-encéphalique et la barrière n'est pas tout à fait étanche, n'est pas efficace. L'alcool, si vous prenez un verre de trop, vous l'avez peut-être vécu, bien évidemment, ça modifie un peu le comportement, hein, vous le savez, puis on parle d'équilibre, puis tout ça, c'est parce que l'alcool est capable de passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, c'est pas parfait. Il y a des médicaments, je pourrais vous en parler longtemps, là, mais c'est la culture, mais il y a des médicaments, les premières générations de médicaments pour le Parkinson fonctionnaient très bien sur la souris. Puis quand on a fait les essais cliniques chez les premiers humains, ça ne fonctionnait pas. Des études de phase 1 et 2 ne marchaient pas parce que la barrière bloquait le médicament. Donc, sur le plan théorique, c'était bien beau, mais on ne passait pas la barrière. Il a fallu modifier la structure chimique, la structure 3D de la molécule pour permettre à ce médicament-là de passer la barrière. Donc, ça, c'est pas grave, c'est de la culture, là, c'est historique. Là. Maintenant, on a d'autres générations de médicaments et tout, mais quand même, c'est intéressant de voir que cette barrière-là peut avoir un impact comme ça au point de vue médical. C'est bon en soi parce qu'on veut protéger, mais des fois, la vie est un peu mal faite aussi. Cette barrière-là empêche le passage des gros acides gras. Donc, les acides gras, on n'en veut pas trop, mais ça peut être intéressant pour faire de l'énergie. Ce qui fait de sorte que le cerveau a beaucoup moins de nutriments pour faire de l'ATP. Les autres cellules ont accès à quoi? Au glucose, aux acides gras, au glycérol et aux acides aminés. Essentiellement, le cerveau va fonctionner surtout avec le glucose, à 98% des cas, parce qu'il n'y a pas accès aux autres nutriments. Les grosses chaînes d'acides gras ne passent pas, donc je ne peux pas les utiliser pour faire de l'ATP. C'est pour ça qu'on a des stratégies d'épargne de glucose qui fait qu'on focus l'utilisation du glucose pour le cerveau, puis on va garder les autres nutriments pour le reste du corps. Mais ça, c'est une autre histoire. On verra ça quand on fera de la nutrition et du métabolisme la session prochaine. Donc, c'est un peu ça le rôle de la BHE. Hein? C'est de contrôler. Là, je vous ai donné plein d'exemples que ça amène des problèmes parfois où c'est pas toujours très efficace, mais en gros, quand même, la BHE, la barrière hémato-encéphalique, elle est là pour deux choses. Te protéger, donc prévenir l'exposition des neurones à des substances nocives, à des éléments qu'on ne veut pas, certains micro-organismes, et on contrôle le passage des molécules qui nous intéressent. Et en gros, vous avez vu en séquence 4 que la BHE, je n'ai déjà parlé, c'était les astrocytes, les cellules étoilées, en forme d'étoile, qui faisaient cette protection-là. Donc, exemple, ici, ça ne paraît peut-être pas, mais je viens de vous dessiner un cerveau. Hein? Donc, ici, ce que je pointe présentement, c'est un neurone. Imaginez-vous qu'il y en a 100 milliards, tout le long ici, qui constitue le cerveau. Et ici, c'est un vaisseau sanguin, exemple, un capillaire, qui se trouve dans l'espace sous-arachnoïdien, comme on a vu tantôt avec les méninges. J'ai donc plein de nutriments qui voudra passer de l'autre côté. Mais pour protéger, j'ai des astrocytes, je vais les symboliser comme ça, qui viennent former une barrière, littéralement, entre les vaisseaux sanguins. Et c'est une barrière cellulaire, en fait, entre le neurone et le vaisseau sanguin. C'est des cellules étoilées, donc ils forment comme des tentacules de cytoplasme qui viennent toucher, faire contact avec le neurone et contact avec
le vaisseau sanguin. Donc, c'est une barrière quand même beaucoup plus forte que ce qu'on voyait tantôt avec les épendymocytes. Et si je reviens à mes vaisseaux sanguins, ben, quelle substance va pouvoir passer à travers la barrière? Alors là, évidemment, c'est ce que vous avez déjà étudié en séquence 3 avec moi. Les conditions pour passer de la membrane cellulaire, ben, des molécules de petite taille, liposolubles, pas de charge, vont passer plus facilement, évidemment. On a des mécanismes de transport que vous avez déjà vus aussi qui vont contrôler les passages de molécules. Fait que les gros carrés ici, mettons, c'est des grosses chaînes d'acide gras, ne peuvent pas passer. Fait qu'on reste dans le sang. Alors qu'ici, les plus petites molécules vont pouvoir passer. C'est juste que la barrière ici, c'est comme un obstacle supplémentaire. Fait qu'il y a des molécules qui, normalement, passeraient ailleurs dans le corps qui ne passeront pas ici. Okay? C'est vraiment ça. Et il y a beaucoup de micro-organismes qui ne sont pas capables de passer ça, mais il y en a certains qui peuvent se faufiler parfois. Okay? Donc, ça vous donne une idée un petit peu de comment tout ça fonctionne. Alors, un dessin beaucoup plus élégant ici, mais c'est la même chose, sauf qu'est-ce qui manque? C'est les neurones que vous ne voyez pas ici. Okay? Fait que ça vous mélange parfois. Mais les astrocytes, les cellules en verre, forment, puis là, imaginez-vous qu'il y en a d'autres ici. Donc, littéralement, on forme une barrière entre les neurones du cerveau et les vaisseaux sanguins qu'on vient envelopper comme ça. Et si je regarde à l'intérieur du vaisseau sanguin, bien évidemment, par exemple, les petites molécules de glucose passent assez facilement, non seulement la paroi, mais aussi la barrière hémato-encéphalique. Okay? Donc, ça vous donne un petit peu une idée comment tout ça fonctionne. Maintenant, pour terminer tout ça, ce qui est un peu bizarre, et je vais essayer de vous expliquer, c'est ma dernière diapo en fait. Là, je vous montre comment on protège notre encéphale ou le système nerveux central. Donc, avec les os, les méninges, le LCS qu'on a vu pour la moelle et le cerveau, ou bien seulement la BHE pour l'encéphale. Mais pour terminer, on vous dit que c'est bien beau la BHE, puis elle est là pour protéger, mais malheureusement, elle n'est pas étanche. Il y a des trous dedans. Imaginez-vous un grand mur, là, un mur de maison. Mais à certains endroits, j'ai fait des trous et j'ai laissé des portes. 3-4 portes. Et là, je pose cette question-là. Il y a à peu près 3-4 places où il n'y a pas de barrière ou très peu. Donc, c'est des ouvertures. Il y a 2 questions que je vous demande de réfléchir. Premièrement, avec ce que je viens de vous enseigner, est-ce que c'est une bonne idée? Première question. Est-ce que c'est une bonne idée? Bien sûr que non, parce que si j'ai pas de barrière, est-ce que vous êtes toujours bien protégé? Non. Donc, les bactéries, les éléments toxiques et tout, ils ont 3-4 places pour se faufiler et passer au cerveau. Je pense à des micro-organismes, exemple des bactéries, les 3 souches bactériennes qui donnent des méningites, ben, ils peuvent se faufiler à ces 3 endroits-là. Okay? Donc, ça augmente nos chances d'être infectés ou d'être intoxiqués par une substance néfaste. Donc, c'est pas vraiment bon. Ce qui m'amène à ma deuxième question. Souvent, comme preuve, je vous dis, ben, la vie est bien faite, on a bien évolué, puis c'est incroyable. Je suis encore fasciné après 14 ans d'enseignement. Je suis toujours fasciné par l'idée de comment on s'est tellement bien adapté de façon complexe pour plein de choses. Mais là, pourquoi? Et où l'intérêt de m'affaiblir comme ça? L'évolution a fait en sorte qu'on s'affaiblit au niveau de la barrière. Donc, il y a sûrement une raison pour ça. Ça pourrait être une erreur de l'évolution, mais moi, je vous dis qu'il y a une raison à ça, et les 3 raisons sont ici, en fait. En fait, il y en a 2 pour moi, surtout. Et c'est pas écrit dans vos notes, et c'est pas tellement clair dans le livre pour la plupart d'entre vous, donc il faut bien écouter la capsule, vous faites un rewind à volonté si c'est pas clair, là. Je vais essayer de vous faire ça le plus clairement possible. La barrière, elle est ouverte à quelques endroits, premièrement, pour les plexus choroïdes. Ça, c'est la façon simple. C'est une raison très simple. Ça permet le passage de LCS vers les ventricules. Donc, la circulation du LCS, ça va être améliorée. OK, c'est correct. C'est facile, mais ce n'est pas la plus importante pour moi. La plus importante, c'est surtout avec l'hypothalamus. OK, fait 3 raisons. La première, passage du LCS qui est facilité. Donc, avec ces ouvertures-là, plus facile de le faire circuler. Parfait. La deuxième, c'est qu'il y a des structures au niveau de l'encéphale qui produisent des très grosses molécules, des très grosses hormones, en fait, qui sont extrêmement importantes. Il y a la glande pinéale, c'est pas retenu pour aujourd'hui, on verra ça à la fin de la session, mais qui produit une grosse hormone qui s'appelle la mélatonine. C'est une hormone qui a beaucoup de rôles biologiques, mais le plus connu, c'est certainement de provoquer l'endormissement, pour vous endormir et tout. Donc,
Ça, c'est une chose. Puis l'hypothalamus fait beaucoup de choses. C'est le centre de la faim, le centre de la soif, contrôle ta température, fait plein de choses. Hein? C'est même un relais pour ce que tu vas sentir avec ton nez. Peut interpréter ça, peut même favoriser la création de certaines émotions. Extrêmement complexe, l'hypothalamus. Petite structure du cerveau, mais très puissante. On verra ça aussi dans la prochaine capsule. Mais c'est aussi une structure qui va produire beaucoup d'hormones, très importantes en fait, qu'on va voir aussi à la fin de la session. Donc, tout comme la glande pinéale, les hormones, souvent, la plupart du temps, c'est des très grosses molécules et ça passe pas. Donc, on ne pourrait pas avoir d'effet. Donc, on a 2-3 endroits où on pourra faire passer ces hormones-là. Donc, ça, c'est un autre élément facile. Mais le plus important, c'est au quotidien. C'est peut-être celui que j'aurai le plus de misère à vous expliquer, puis pour moi, c'est peut-être le plus important. L'hypothalamus, il y a un principe de base. Pour assurer sa régulation, il doit prendre une lecture réelle de la composition sanguine. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, l'hypothalamus veut contrôler ta température, ta faim, peu importe ses fonctions. Okay? Donc, c'est un peu le centre du cerveau. Là. Il contrôle beaucoup de processus complexes. Je vais en prendre un, par exemple, qui est plus facile à expliquer. La faim. Qu'est-ce qui fait que tu as le goût de manger ou pas? Hein? Dans le fond, là, quand ton cerveau te donne la sensation de faim, c'est parce qu'il est temps que tu manges, parce que tu n'as plus assez de nutriments dans le corps et tout, ton énergie est faible. Parfait. Puis si tu es bien plein et tu n'as pas faim, ce qu'on appelle le sentiment de satiété, ben c'est parce que là, tu en as en masse, c'est assez, il ne faut pas trop manger non plus. C'est l'hypothalamus qui contrôle ça. Mais lui, comment il peut se baser? Il y a beaucoup de signes moléculaires qui sont impliqués, puis donc il y a des molécules comme la leptine et tout, mais les plus importants, c'est 2 molécules que vous avez déjà étudiées avec moi, la glycémie, donc le taux de glucose sanguin, et la concentration de certains acides gras de lipides. Tout ce que ça fait, exemple, si ta glycémie est élevée ou ton taux d'acide gras est élevé, ton hypothalamus, lui, pense que tu viens de manger. Ça veut dire que si tu manges un aliment très gras, comme une poutine, c'est peut-être pas beaucoup de nourriture, mais comme c'est très gras, ça augmente ton taux de lipides, ou un aliment très sucré, ça se peut que ça te coupe la faim plus rapidement. Parce que ça joue un petit peu un tour au cerveau, ça dit « Hey, la glycémie est élevée, fait qu'il vient de manger. Tes lipides sont élevés, ça vient de manger. » C'est pour ça que souvent, le stress, on verra ça en fin de session aussi, mais le stress, ça te coupe la faim pour plusieurs raisons, mais un des mécanismes qui explique, c'est en situation de stress, on a plein d'hormones qui remontent ton taux de sucre pour que tu puisses faire de l'énergie vite, puis te défendre et tout ça. Prendre des décisions rapides. Ben là, tu es en hyperglycémie. Fait que ton cerveau, lui, ton hypothalamus, en fait, quand il détecte ça, tu sais, il y a plein de sucre. Il a mangé. C'est pour ça aussi qu'une personne qui souffre d'hypoglycémie, son taux de sucre est faible, il a faim. Pas toujours, mais souvent, c'est un signe. Il est très faim, il est affamé. C'est parce que l'hypothalamus voit que tu n'as plus assez de glucose. Donc, lui, il déduit que ça fait un bout de temps que tu n'as pas mangé. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'hypothalamus, au niveau de la faim, il va te donner le goût de manger ou pas selon la concentration sanguine du glucose et des lipides. Plus que tu as de glucose, plus que tu as certains lipides, certains acides gras en concentration élevée dans le sang, ben lui, il se dit c'est assez, tu n'as pas faim. Si ces molécules-là dans le sang commencent à diminuer, ben là, c'est le temps de manger. Sinon, tu vas mourir, évidemment. Ça nous prend... Il faut contrôler la faim. Hein? Vous ne réalisez pas parce que c'est au quotidien, mais mangez pas assez, vous pouvez avoir des gros problèmes. Mangez trop aussi, ça amène d'autres problèmes. Donc, il faut contrôler ça de façon rigoureuse. Maintenant, c'est quoi le rapport avec la barrière qui est ouverte? Donc, voilà. Imagine-toi, quand je disais tantôt qu'il faut prendre une mesure réelle de la circulation sanguine, mais je vous explique. Si la BHE bloque le passage, mettons l'hypothalamus est ici, hein, c'est des cellules au niveau du cerveau. Donc l'hypothalamus est là, j'ai la BHE qui est ici, puis j'ai les vaisseaux sanguins qui arrivent au niveau du cerveau. Si la BHE bloque les éléments, puis on fait passer juste certaines molécules, c'est de l'information qui est erronée pour l'hypothalamus. Il ne sait pas ce que tu as mangé pour vrai. Peut-être que le glucose va passer plus facilement, donc il va pouvoir estimer ton taux de glucose, mais il n'y a pas accès aux lipides. Donc, mettons qu'il y a plein de lipides ici, mais lui, il va se dire, « Hey, t'as pas de graisse, c'est juste OK, t'as pas mal de sucre, t'as pas de graisse. T'as faim, mange. Hey, t'as pas de lipides. T'as faim, mange. » Ben, ça serait faux, parce qu'en fait, t'es bourré de graisse. Mettons, tu viens de prendre un repas, c'est sûr que ton taux de lipides augmente. Peu importe ce que tu manges, tu vas avoir un peu plus de lipides que si t'es à jeun. Donc, si j'ai pas de barrière,
qu'est-ce que ça fait? Bien là, tout ce qui est dans le sang peut passer. Et c'est pour ça, tantôt, je disais une phrase qui était peut-être pas claire, mais je vous disais que l'hypothalamus prend une lecture réelle de la concentration sanguine. Et en prenant cette lecture réelle, il peut savoir exactement ce qu'il y a dans ton sang sans avoir de biais par la barrière. Tout ce qui est dans le sang va passer au niveau de l'hypothalamus. Et là, il va pouvoir savoir exactement quelle décision prendre. Mange ou mange pas. C'est vrai pour la faim, mais c'est vrai pour plein d'autres processus que l'hypothalamus peut déclencher. Mais pour prendre la bonne décision, si je veux faire simple, là, c'est comme ça que je le dirais. Pour prendre la bonne décision, l'hypothalamus, peu importe le processus, là je t'ai donné l'exemple de la faim pour t'aider, mais peu importe. Pour prendre la bonne décision, l'hypothalamus doit absolument, 24 heures sur 24, avoir la chance de mesurer ce que tu as réellement dans le sang. Et en sachant exactement ce que tu as pour vrai dans le sang, il va prendre la bonne décision. Mais si la barrière était étanche et qu'elle bloquait le passage de plusieurs molécules, là, c'est une information qui est erronée pour l'hypothalamus. Il ne saura pas pour vrai ce qu'il y a dans le sang, donc il pourrait prendre des mauvaises décisions. Et c'est une des grandes raisons pourquoi la barrière n'est pas étanche au niveau de l'hypothalamus. Oui, ça permet le passage d'hormones. Oui, à certains endroits, ça facilite le passage de LCS, mais ce qui est vraiment clé pour notre survie, et notre survie, mais surtout pour la régulation, le maintien de l'homéostasie, de l'équilibre, c'est de faire en sorte que la barrière n'est pas étanche pour que l'hypothalamus puisse savoir exactement ce qu'il y a pour vrai dans le sang et prendre les décisions en conséquence. C'est ça que je voulais un peu vous expliquer. Ça, c'est les causes, c'est les raisons biologiques du fait que la barrière est absente, mais il y a un prix à payer. On n'a pas le choix d'avoir ça pour les 3 raisons que je viens de vous mentionner, mais le prix à payer, c'est qu'on est plus sujet à ces endroits-là à des intoxications ou à des infections ou peu importe, parce qu'évidemment, nos défenses sont réduites à ce niveau-là. Okay? Donc, dans le fond, c'est pas tant compliqué, c'est juste de l'aligner sur le bon sens pour bien comprendre. Donc voilà, ça conclut cette capsule. Il va rester une seule capsule pour terminer la séquence 5. Je vous avertis, la séquence 5, dans la prochaine capsule, on regarde l'encéphale. Ça va être une capsule qui est longue, il y a beaucoup de stock, beaucoup de mots, beaucoup d'éléments. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de concept complexe. C'est assez simple à comprendre. La moins bonne, c'est qu'il y a beaucoup de mots. Donc, c'est beaucoup des fonctions. Justement, l'hypothalamus. On va avoir d'autres termes, d'autres structures. À quoi ça sert? Donc, ça, c'est le genre de capsule facile, mais qu'il faut se prendre d'avance. Mais en même temps, de mon point de vue, vous me direz si c'est vrai ou pas, c'est une capsule qui va être extrêmement intéressante parce qu'en gros, on va regarder votre cerveau, votre encéphale, puis on va regarder comment ça marche, comment ça fonctionne. Puis vous allez voir, il y a quand même des éléments qui sont particulièrement intéressants, en tout cas à mon avis. Donc, vous aurez la chance d'avoir ça dans la prochaine capsule. D'ici là, je vous souhaite une bonne étude et comme toujours, on ne gêne pas. S'il y a des questions parmi eux, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc, on se revoit dans la prochaine capsule.